Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour 90 minutes Info Week-end, une émission pendant laquelle avec nos invités nous décryptons et nous commentons l'actualité. Aujourd'hui nous accueillons Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'Incorrect. À vos côtés Olivier Blon, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'Institut Brunois, conseiller régional auprès de Valérie Pécresse et auteur de Plaidoyer pour une écologie de droite. On va évidemment en parler dans les sujets qu'on va évoquer. De l'autre côté de la table, William Tay. Bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. Et Lugra est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue. À la une de l'actualité aujourd'hui, il y a ces 15 centimes par litre de carburant. C'est la remise annoncée par le gouvernement face à l'envolée des prix. Vous l'avez évidemment tous remarqué. L'ensemble des carburants dépasse désormais les 2 euros par litre. Cette remise sera effective à partir du 1er avril et pendant 4 mois. Elle concernera les ménages, les entreprises et sera valable sur tous les carburants. Avant de commenter cette annonce, on écoute les précisions de Quentin Gribel. Des prix à la pompe toujours plus hauts. En un mois, le litre de gazole a par exemple augmenté de 41 centimes, celui du samplon 98 de près de 30. Alors le gouvernement a décidé d'agir. À l'entrée de la station, l'automobiliste verra toujours 2,20 € par litre par exemple, mais en payant avec sa carte bancaire ou à la caisse, il bénéficiera d'une réduction de 15 centimes par litre. Une mesure qui a un coût pour l'État, 2 milliards d'euros, mais qui se justifie selon Yves Cara. Le carburant rapporte chaque année 40 milliards de taxes à l'État. Donc, il n'a pas été calculé sur un prix à la pompe aussi élevé. Donc, il y a beaucoup de milliards en plus. C'est juste une petite partie qui ne sera pas prise aux Français, mais qui ne vont pas partir dans les paradis fiscaux. Cet argent ne va pas quitter la France, ça va profiter à toute l'économie. C'est bien, c'est un bon geste, mais peut mieux faire. Valable sur tous les carburants, cette remise sera temporaire. Elle doit durer 4 mois. Tout ça n'est pas durable. La seule chose qui est durable, c'est de devenir de plus en plus intelligent dans notre consommation et de plus en plus indépendant, mais pas juste indépendant vis-à-vis de la France. C'est important en fait que tous les pays aillent vers une certaine relocalisation du système énergétique. En plus de cette décision, Jean Castex a également appelé les pétroliers et les distributeurs à diminuer de quelques centimes leur prix. Alors, première réaction sur ce plateau. Arthur de Vatrigan, 15 centimes par litre, c'est suffisant pour aider les Français à faire face à cette baisse du pouvoir d'achat? C'est mieux que rien déjà, parce que c'est au moins une mesure qui est efficace. Alors, ça arrive le 1er avril, j'aurais peut-être pu la mettre en place un peu plus rapidement, parce qu'on dépense déjà de l'essence déjà maintenant. Et ce que dit Yves Cara est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du prix, ça s'est répercuté sur la TVA, donc de fait, c'est pas une perte de recettes fiscales pour l'État. Ensuite, la question, c'est, en effet, sur le long terme, là, c'est jusqu'à l'été. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas combien de temps la guerre va durer, on ne sait pas les répercussions qu'il va y avoir. Donc la question, c'est comment on peut anticiper à long terme des hausses de carburant comme ça. Alors il y a une fiscalité qui est importante, c'est entre 50 et 60% du revenu, du prix du produit, sachant qu'il y a donc la taxe intérieure de consommation sur le produit énergétique qui elle-même est taxée par la TVA, et puis la TVA. Mais mais si on regarde, en fait, il y a plusieurs propositions de candidats à la présidentielle ont été proposé de baisser la TVA de 20% à 5,5%, je crois que c'est Marine Le Pen. Mais en fait, si vous regardez cette proposition-là, ça équivaut en gros à une baisse de 15 centimes. Donc au final, de jouer sur la TVA, alors sauf si évidemment le produit continue à augmenter énormément, ce qui sera compliqué, ces 15 centimes, ça bouche un peu ce trou-là. Mais en effet, sur le long terme, qu'est-ce qu'on propose? C'est ce qu'on fait si ça continue à augmenter. Et surtout, parce que derrière, il y a forcément une répercussion. On sait très bien que quand l'État subventionne ou quand l'État baisse les charges, ça se répercute souvent sur le français ensuite. Donc il y a une mesure qui me paraissait intéressante, c'était de toucher directement les pétroliers. Et étonnamment, la Commission européenne, qui est quand même plutôt habituellement très libérale, proposait cette solution-là, d'essayer de répercuter en tout cas cette hausse sur les pétroliers. On va évidemment parler de cet aspect-là des choses parce que oui, même le gouvernement en appelle aux pétroliers pour participer un petit peu à cet effort. Olivier Blon, c'est aussi une annonce qui est faite à un mois de l'élection présidentielle. Alors certes, en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce qui n'arrange pas ces questions économiques, mais le problème du pouvoir d'achat, il ne date pas d'hier. On ne peut pas s'empêcher de poser cette question. Est-ce que ce n'est pas une mesure très électoraliste surtout ? Ça l'est évidemment. Après, ça n'empêche pas qu'elle soit intéressante pour les gens qui vont bénéficier de ces aides, mais ça reste une des multiples illustrations de la politique des chèques que Macron distribue un petit peu à tout va. C'est une illustration de la confusion des gens entre le Macron candidat, le Macron président, et puis, encore une fois, c'est aussi la question de notre avenir, puisque ces chèques, il faut toujours les rembourser, même si, en l'occurrence, effectivement, il y a une augmentation des recettes. Globalement, ce que j'aimerais dire, c'est que
le problème, c'est d'avoir une vision à long terme. Parce que, bien sûr, là, il y a une crise qu'il faut régler comme on peut. Mais ça ne va pas s'améliorer dans les mois à venir. Il faut, à long terme, réfléchir à notre consommation d'énergie, notre consommation de gaz et de carburant. Et ça veut dire mettre en place une vraie campagne d'économie d'énergie. Mais comme on a fait il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 70-79, il y avait la chasse au gaspillage. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui a lancé la première campagne d'économie d'énergie. C'était pas les gauchistes, c'était donc un président de droite. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de lancer une campagne similaire et puis de penser notre énergie à long terme. Et malheureusement, je constate que c'est pas ce qu'a fait le président Macron. On manque d'une politique énergétique à long terme. Et surtout pas, évidemment, à un mois d'un scrutin très important. William Tay, ce qu'a dit Olivier Blon, voilà, ça va dans la politique d'Emmanuel Macron qui distribue des chèques. Ça vous parle? C'est ce que vous critiquez souvent sur ce plateau. Oui, mais là, cette fois-ci, il a raison. Il a raison de le faire, et même il aurait dû aller encore plus loin en donnant encore plus. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre... Tout le monde est d'accord. Mais il aurait même dû aller beaucoup plus loin, parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est un troisième choc pétrolier. C'est-à-dire qu'on va vivre une crise économique qui sera similaire à celle de 73 ou 79 à cause du prix de l'énergie. Parce que quand vous regardez les mesures économiques, notamment la croissance économique, votre croissance économique, et notamment l'inflation, est indexée sur la question de la consommation de l'énergie. C'est ce qui s'est passé en Chine, et c'est pour ça que le prix du baril de Brent a augmenté. Vraisemblablement, si on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, on atteindra un baril de Brent supérieur à $200 et donc un prix du litre supérieur à 3 €. Donc le seul moyen qui est disponible en matière du gouvernement, c'est qu'il ne peut pas changer l'approvisionnement énergétique, dans la mesure où nous sommes dépendants de certains pays. Deuxième point, on ne peut pas augmenter la production de certains pays, parce que d'une part, les États-Unis ont mis des sanctions économiques sur le Venezuela et sur l'Iran, qui sont deux gros producteurs, et les autres pays capables de produire, notamment l'Arabie Saoudite, ne peuvent pas produire dans un laps de temps aussi court, dans la mesure où ils avaient été touchés dans leurs installations pétrolières. Donc le seul moyen qui est disponible, c'est de supprimer ou de suspendre l'application de la TICPE, donc la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et de la TVA, pour dire aux Français, de toute façon, ça nous coûtera entre 40 et 50 milliards d'euros, mais de toute façon, si on les prélève, ces 40 à 50 milliards d'euros, nous serons impactés dans notre reprise économique. Et il faut faire un arbitrage entre coûts et bénéfices sur est-ce que ça nous coûtera plus cher de payer 50 milliards d'euros maintenant dans les trous de les caisses publiques, ou de casser notre reprise économique. Ce qui compte, c'est la reprise économique. C'est-à-dire que notre croissance économique peut être mise en danger, on peut rentrer en récession dès la fin de l'année si nous continuons sur les sanctions économiques et sur la crise géopolitique que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc le gouvernement devra aller encore plus loin pour suspendre la TICPE. Et pourtant, cette mesure, c'est Jean Castex qui le dit aujourd'hui dans Le Parisien, coûte à l'État environ 2 milliards d'euros. C'est pas rien. Oui, mais la TICPE plus la TVA, je crois que ça rapporte entre 40 et 60 Alors par contre, effectivement, il exclut de toucher à ce que certains suggèrent, qu'on suspende en tout cas les taxes momentanément, ce qui pour certains Français serait mieux accueilli en tout cas. Legras, c'est une solution? Alors sur le point technique, actuellement, l'augmentation du prix de l'essence, en fait, remplit les poches de l'État. Pourquoi? Parce que comme la TVA, elle est indexée directement sur le prix à la pompe, eh bien sûr, ça rend de l'argent. Donc il faut savoir que peut-être que ça va nous faire perdre 2 milliards d'un côté, mais de l'autre côté, on estime à peu près à 12 milliards la rentrée supplémentaire sur les 40 milliards. Donc on est déjà à 52, 53 milliards. Donc vous voyez que l'État va rien perdre en remettant 15 centimes à la pompe, mais va aider les Français. Parce que derrière tout ça, comme toujours en politique, il y a une question de stratégie. Quelle est la situation de la France aujourd'hui? Nous sommes urbains le plus souvent autour de ces plateaux, mais la France n'est pas urbaine. En tout cas, la France qui consomme de l'essence, elle est obligée de se déplacer. Et pour les Français qui gagnent le SMIC, sans faire de démagogie, ça devient insupportable. Je venais, l'autre jour, je prends la voiture, et je m'aperçois que sur le périphérique, il y a moins de voitures, le samedi et le dimanche. Et en parlant avec des gens qui sont des professionnels du transport, ils m'ont tous dit, mais écoutez, effectivement, c'est objectif, il y a moins de voitures qui circulent sur les routes le week-end. C'est-à-dire que les familles françaises, maintenant, ne se rendent plus visite parce que l'essence est trop chère. Vous voyez, jeu stratégique. Est-ce que le gouvernement a raison de baisser d'abord la prime de 100 €? Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec William. Il faut aller plus loin parce que spontanément, nous sommes dans un État qui n'est pas un État ultra-libéral. On est dans un État qui est protecteur des Français. Et aujourd'hui, les Français ont besoin de pouvoir se déplacer. Après, le raisonnement concernant l'écologie, de savoir être plus... Je le comprends, à moyen terme, à long terme. Mais l'immédiateté aujourd'hui, c'est d'aider les Français à faire face à ce doublement du prix de l'essence. Il y a aussi un autre sujet dont on ne parle pas peu, c'est le fuel.
Parce qu'il y a encore beaucoup de Français qui se chauffent. Et moi, c'était mon cas. J'ai rempli ma chaudière, heureusement, au mois d'août. J'ai vu l'augmentation du fuel. On est passé, moi j'étais à 0,8, 0,9. Là, dans certaines régions, on est à 1,5. Alors, heureusement, le printemps arrive. Il va faire moins froid. Mais imaginez si ça fait... Oui, parce que pareil, on nous dit de baisser le chauffage chez nous. Heureusement, le printemps arrive et on va tous éteindre le chauffage. Si la crise était arrivée au mois de novembre, on aurait fait quoi? Les gens ne seraient pas chauffés. Parce que, je veux dire, quand vous remplissez votre chaudière de 2-3 000 litres, je veux dire, c'est pas un plein d'essence. Hein. C'est 1 000 euros que vous payez. Donc, il y a cette question-là. Après, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue politique. Évidemment que ça sert Macron. Sauf que c'est pas lui qui a créé la crise et qu'il fallait réagir. Mais si vous regardez, on est passé... Non, mais les Gilets jaunes demandaient déjà une baisse de il y a eu cette crise des C'est pour Gilets dire jaunes. que le problème n'est pas nouveau. Le problème n'est pas nouveau. Et qu'on aurait pu s'en occuper, effectivement. Évidemment. Et vous regardez, on a eu 3 présidences avec 3 crises. On a eu une crise économique déjà sous Nicolas Sarkozy. On a eu une crise du terrorisme sous François Hollande. Et alors, Macron, il n'a pas de bol. Il a eu une jacquerie avec les Gilets jaunes. Il a eu une crise sanitaire. Puis il a une guerre qui fait une crise économique. Et ça, je pense, ça va avoir un impact sur une présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est passé de candidats, notamment à droite, très programmatique, avec un fichier Excel extrêmement bien rempli, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse, je pense, et qu'on le voit, les sondages qui le confirment, c'est un capitaine dans une tempête. Si on choisit plus un homme, parce qu'on est dans une crise immédiate, il faut répondre immédiatement plutôt que dans un programme sur du long terme. Et c'est pour ça que pour beaucoup, Emmanuel Macron répond à ça, parce qu'il rassure en tout cas un électorat qui, en plus, quand on voit la majorité des votants, c'est plus de 65 ans. Et à plus de 65 ans, en temps de crise, vous n'avez pas envie de renverser la table. Et les jeunes qui sont plutôt dans un modèle de on peut changer, on peut faire des réformes structurelles, ne votent pas. Donc je m'en félicite pas. Je trouve ça dommage de ne pas s'inscrire dans un temps long. Mais je pense que malheureusement, ça ne va pas répondre aux crises successifs qu'on connaît depuis Nicolas Sarkozy. Alors, je vous propose d'écouter un petit peu le sentiment de certains Français à qui on a posé la question. Alors, cette remise de 15 centimes par litre, qu'en pensez-vous? Écoutez leur réponse. C'est clair que pour la même somme, je fais plus de plein, je fais un petit 3/4. C'est très cher. Au lieu de faire le plein, je vais faire que la moitié. Habituellement, mon plein, j'en avais pour 7 €. Là, on monte à 10 € pour un scooter. Ouais. Malheureusement, je réfléchis à chaque fois à mettre le plein ou pas, en espérant qu'il y aura une petite baisse dans la semaine, mais visiblement, c'est pas le cas. C'est compliqué. Et dans le coût de la vie, c'est un gros budget. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'était les réactions par rapport à l'augmentation des carburants. On s'est mélangé les pinceaux, mais c'est pas très grave. Vous aurez compris que ces gens-là, on le pense, accueille plutôt bien cette remise qui vient un peu remettre de l'argent dans le porte-monnaie des Français. Olivier Blon, c'est aussi une façon, Lugras nous disait, il y a moins de voitures aussi. Malheureusement, ces crises nous contraignent à peut-être réfléchir à notre consommation de chauffage ou à notre utilisation de la voiture. Et c'est dans ces moments de crise qu'on peut peut-être réfléchir un peu plus à changer nos modes de vie par rapport à ces problématiques écologiques. Oui, j'aimerais bien. Il y a dans le mouvement écologique une phrase qui dit que les crises ont des vertus pédagogiques. Malheureusement, si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente du pays, c'est pas le cas. Encore, vous l'avez cité, on n'a pas tiré les leçons des Gilets jaunes. On n'a pas tiré pour l'instant les leçons de la crise de l'énergie. Et c'est l'enjeu, c'est ne pas se laisser enfermé dans la gestion de l'urgence, qui est évidemment importante, arriver à dire, OK, à moyen terme ou à plus long terme, on va avoir des solutions, encore une fois, se désengager progressivement des hydrocarbures pour des raisons géostratégiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. C'est important. Ça ne peut pas se faire en 15 jours, bien entendu, mais si on ne commence pas et si on n'anticipe pas, on n'y arrivera jamais. Et la prochaine crise, on se retrouvera au même niveau et ça serait quand même dommage. Oui, simplement, Olivier Blon parlait des crises qui ont une vertu pédagogique. Il ne faudrait pas que les crises aient une vertu démagogique. Très concrètement, sur ces problèmes que rencontrent les Français, on a déjà vu, Flores, les différents candidats sur la thématique, il faut baisser, évidemment, ils ne sont pas aux affaires, il faut baisser. Par exemple, la TVA, ce n'est pas si simple de baisser en France aujourd'hui la TVA, parce qu'il y a des accords, notamment au niveau européen, qui font que, rappelez-vous, dans la restauration souhaitait avoir la baisse de la TVA à 5,5. Ça se passe pas comme ça, parce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau européen. Mais c'est pas un peu facile de dire ça. On va pas le faire notre bien sûr, à nous. Bien sûr, mais c'est pour dire que les candidats en campagne peuvent très facilement dire on va baisser la TVA. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, sur la TICPE, on pourrait évidemment agir. Et puis tout
à l'heure, il a été dit que Macron, finalement, il rencontrait toutes les crises en même temps. C'est vrai, mais c'est peut-être aussi ce qui va lui permettre sa réélection. Parce qu'avec l'effet drapeau des crises, effectivement, une bonne partie des Français disent, bon, avec Macron, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et finalement, bon, toutes les critiques, toutes les réserves qu'on avait sur Macron, qui n'est pas forcément un grand démocrate, au niveau du processus démocratique, Macron qui nous construit une Europe un peu technocratique, finalement, tout ça, c'est oublié parce qu'on est en temps de guerre face à un agresseur qui est Poutine. Et finalement, celui qu'on connaît, c'est Macron. Restons avec lui pour passer la tempête. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean Castex, lui-même, à la question pourquoi ne pas opter pour une baisse des taxes, dit oh là là, il faudrait une loi, et donc ça prendrait du temps. Il dit aussi, Olivier Blum, je voulais vous entendre là-dessus, il dit aussi ensuite, parce que moins taxer une énergie polluante, c'est anti-écologique. Il faudrait décrypter. Oui, alors ça, c'est toute la logique sur la taxe carbone, donc, qui est un petit peu complexe, mais pour revenir sur la logique sur les énergies, on voit aujourd'hui l'Allemagne qui réactive des centrales à charbon. C'est fou. C'est quand même absurde. Tout ça parce qu'ils sont hyper dépendants au gaz russe et qu'ils ont choisi de fermer les usines. Sous la pression des écologistes depuis une vingtaine d'années. Eh bien, je pense que là où ça revient à cette absence de vision stratégique en termes d'énergie en France, c'est qu'il ne fallait pas fermer Fessenheim, il faut construire une production d'électricité le plus décarbonée possible. Alors ça veut dire du nucléaire, ça veut dire aussi des ENR, bien sûr, mais ça veut dire s'asseoir sur cette puissance dont on dispose. Et comme ça, on construit à la fois une filière stratégique, des emplois, de l'autonomie énergétique. Enfin, cette décision-là, il aurait fallu la prendre il y a 5 ans, et on voit que Macron le fait maintenant, c'est mieux vaut tard que jamais, mais qu'il aurait pu le faire avant. Vous parlez d'une vraie écologie intelligente ? J'espère que je parle de ça. Oui. Pourquoi pas. Et William Tay aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas évoqué, il nous reste quelques minutes, mais et les pétroliers dans tout ça. Parce qu'on revient sur cette remise, elle s'effectuera au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Donc le prix affiché, lui, il va rester tel quel. Donc la plus-value pour le pétrolier, elle est telle quelle. Ils vont continuer à vendre leur essence au prix qu'ils ont décidé. Oui, mais je crois que quand on regarde la composition du prix, je crois qu'il y a plus de 60 à 70% du prix qui est représenté par les taxes. Ouais. Il y a une partie pour le distributeur et ensuite après une partie pour le pétrolier. C'est-à-dire que même si on réduit la marge des pétroliers, elle est sacrément réduite. Non, mais est-ce qu'ils n'auraient pas leur rôle à jouer aussi? Oui, bien sûr, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette crise. Mais c'est pour ça qu'il a raison de faire appel aux pétroliers pour qu'ils baissent leur marge. Mais c'est comme appeler à quelqu'un, à une entreprise, à faire moins de profit alors que c'est l'objet de sa raison sociale. Moi, je pense que le seul objectif à court terme qui est viable, c'est de suspendre la TICPE. Dans la mesure où c'est la taxe qui rapporte le plus, c'est 40 milliards d'euros, et c'est la taxe qui est indexée directement sur le prix du carburant. François Hollande l'avait fait en 2012 en suspendant la TICPE pendant un moment, en tout cas sur les prix supplémentaires qui dépassaient son objectif de prix. Donc le gouvernement est en capacité de le faire. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser 40 milliards d'euros pour qu'on maintienne notre niveau d'activité économique, ou est-ce qu'il vaut mieux résoudre la question du déficit budgétaire? Moi, je pense que c'est une question de priorité. La priorité numéro 1, c'est l'activité économique. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'on va économiser de l'énergie ou qu'on va changer de modèle économique, nous, on a travaillé sur les différents modèles. Si par cas, on respecte les accorts de Paris, il faudrait 3 mois de confinement complet, ce qui est impossible actuellement. Non, mais les accords de Paris, c'était très beau, c'était très noble, mais c'est pour ça que réaliste. C'est pour ça que ça se fera pas. C'est comme ce qu'ont vendu les écologistes en Allemagne. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on fera ça, etc. Résultat, ils sont en crise énergétique, ils savent pas comment faire, ils sont obligés de se coucher devant Vladimir Poutine. Est-ce que nous, on veut devenir comme les Allemands, on veut se coucher comme les Allemands sous le diktat des Ataïola? C'est hors de question. Politiquement, on suit souvent ce que décident les Allemands. Mais ils ont tort de le faire parce qu'ils vont nous emmener droit dans le mur. On a vu, ils sont en train, comme vous l'avez rappelé, de réactiver les centrales à charbon. Alors que nous avons le nucléaire. Le seul moyen de faire la transition énergétique, c'est d'opérer ce qu'on appelle le progrès technologique. Les nouvelles énergies de progrès, comme l'hydrogène, comme la fission nucléaire, et les grands projets d'avenir. Mais ça n'arrivera pas avant 20 à 30 ans, en fait. Donc le seul moyen, c'est d'agir. Il faut bien que quelqu'un s'y mette, quelqu'un commence. Bien sûr, bien fondé ce changement. Mais je crois que Emmanuel Macron a même posé des bases dans son objectif projet France 2030. Donc après, reste à voir si ce sera pertinent ou pas. Mais comme je le disais sur la question de l'énergie, de toute façon, on n'a pas de solution. Les Saoudiens ne vont pas doubler leur capacité de production dans les semaines à venir. Les Iraniens ne vont pas se réconcilier avec les États-Unis dans une semaine. Les Vénézuéliens non plus. Donc le seul moyen, c'est que le gouvernement est en capacité d'agir. Si Emmanuel Macron, comme vous le dites, est le capitaine en temps de crise, il doit répondre à cette crise pour éviter un choc pétrolier digne des années 70. Et par cas, il ne le veut pas. Donc il a raison de montrer qu'il est actif, mais il doit être à la hauteur des enjeux, parce qu'actuellement, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, Emmanuel Macron monte dans les sondages parce qu'il répond à la crise. Mais est-ce que les Français trouvent Emmanuel Macron exceptionnel? Personne ne trouve Emmanuel Macron exceptionnel. C'est juste que l'élection est une
votre avis, William Tay. Peut-être que certains Français le trouvent exceptionnel. Je pense que quand on regarde les sondages qualitatifs, hormis son bloc à 15% qui trouvait exceptionnel, le reste, c'est des électeurs qui votent par défaut, parce que le reste des candidats à l'élection présidentielle n'ont pas monté le niveau nécessaire pour répondre au projet d'avenir et pour répondre à la question de crise. Vos acolytes. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un jour le bilan des Verts en France et en Europe. Parce qu'aujourd'hui, on voit en temps de crise les grands projets, les grandes leçons et toutes les bonnes volontés. Sauf que, évidemment, on voit le résultat des Verts en Allemagne aujourd'hui, dépendance vis-à-vis des Russes, donc ils remettent le charbon, ce qui est hyper écologique. Et en France, Emmanuel Macron a fermé Fessenheim, il avait annoncé plus de nucléaire sous pression des Verts, évidemment. Finalement, il revient. Ce serait bien de faire un peu le bilan de ces gens-là. Ce sont des mini-centrales, il dit. Oui, des tout petites centrales. Mais ces gens-là, c'est des politiques, ça se juge. On ne juge jamais. Alors, heureusement, ils n'ont jamais été présidents. Heureusement pour la France, je pense. Mais ils ont été ministres, ils ont été conseillers régionaux, ils ont été députés. Et ils ont un impact, un lobby hyper important. Et leurs décisions, leurs conseils et leurs lobbies ont fait qu'on se retrouve dans des situations comme ça aujourd'hui. Et donc, ça sera bien un jour de faire le bilan de leurs actions pour commencer à réfléchir et essayer peut-être d'enlever quelques députés ou quelques élus qui encore continuent à donner des conseils alors qu'ils ont eu faux de A à Z depuis le début. Ça fait sourire Olivier Blanc, le bilan, vous l'avez déjà fait, vous? Oui, c'est l'objet de mon dernier livre, donc, qui s'appelle Plaidoyer pour une écologie de droite. Et effectivement, le point de départ de ce livre, c'est que un petit groupe, les Verts, a d'une certaine manière kidnappé l'écologie alors qu'elle n'appartient pas à certains plutôt qu'à d'autres, à tous les partis, à toutes les composantes de la société. Et effectivement, le bilan de l'écologie, les Verts, elle est très mauvais, alors que si on regarde dans l'histoire, encore une fois, du pays, qui a nommé le premier ministre de l'Environnement, c'est Pompidou. Qui a lancé la première campagne d'économie d'énergie, j'en parlais tout à l'heure, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Qui a inscrit l'environnement dans la Constitution, c'est Jacques Chirac. Qui a fait le Grenelle de l'environnement, c'est Nicolas Sarkozy. On voit qu'il y a au contraire un bilan, alors pas magnifique, mais important, du côté de la droite. Et évidemment, il y a toute une autre manière de faire de l'écologie. Il faut que l'ensemble de la société s'empare de ce sujet-là et l'ensemble des partis, pas le laisser justement à une clique ou une idéologie. Il vous reste 45 secondes, Lugras. Je voudrais faire un petit cocorico, une fois n'est pas coutume, français. Parce que, regardez, dans la crise, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Fukushima. Et à la suite de ça, Merkel, la grande femme d'État, Merkel, grande visionnaire, même si elle a d'autres qualités, elle a complètement changé sa stratégie, donc en arrêtant complètement toute perspective de nucléaire. Qu'est-ce qu'on a fait en France, nous, avec notre modèle social-libéral? Eh bien, on a réduit un peu la voilure. Macron a même promis qu'on allait à 50% de nucléaire seulement en France, mais enfin, il n'a pas pu faire plus, vu l'équipement et l'avance technologique que nous avons. Et finalement, notre système français, il n'est pas si mal que ça, parce qu'on a réduit la voilure, mais on n'a pas complètement cassé notre outil. Or, aujourd'hui, objectivement, le nucléaire est un passage obligé dans notre pays, si on veut avoir une consommation décarbonisée et si on veut construire l'avenir, c'est effectivement avec le nucléaire et avec l'hydrogène et avec cet avenir-là. On s'arrête là pour la première discussion dans 90 minutes info week-end de ce dimanche. Une courte pause de publicité et puis on abordera les autres sujets, notamment la situation en Corse où une manifestation a lieu à Bastia pour dirigeant Colonna. Il est 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Nous poursuivons nos débats dans 90 minutes info week-end. 11 jours après l'agression en prison d'Ivan Colonna, une grande manifestation se déroule cet après-midi à Bastia avec un mot d'ordre, vérité et justice, puisque vous le savez, le militant indépendantiste se trouve toujours entre la vie et la mort. Les autorités craignent des débordements. On va d'abord écouter les précisions de notre correspondante à Bastia, Christina Luzzi. Oui, la crainte de nouvelles scènes de violence est bien présente ici. Le dispositif mis en place par les forces de l'ordre aux abords de la préfecture en témoigne. Pour le moment, ça se déroule plutôt bien. Les manifestants sont rassemblés devant le palais de justice de Bastia, en Haute-Corse, en attendant de prendre dans quelques minutes la direction de la préfecture. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des familles, il y a des personnes un peu plus âgées, des enfants. Pour le moment, je vous le disais, l'ambiance est plutôt bon enfant. Des groupes culturels ont aussi pris place ici aux côtés des manifestants.
manifestants qui brandissent des banderoles où on peut lire des slogans comme « Stade Francese et assassine » ou « État français assassin » en relation avec l'agression d'Ivan Colonne en prison le 2 mars dernier par un co-détenu djihadiste qui avait été arrêté en Afghanistan. Mais également Ferrand et Alessandre, c'est l'heure du retour. Pour le moment, l'appel au calme lancé par les élus insulaires et la famille d'Ivan Colonne semble avoir été entendu. Le cortège va maintenant prendre la direction de la préfecture de Haute-Corse à Bastia, là où des heurts sont craints par les autorités. Voilà, et on rappellera sans doute Christina Luzzi si justement la manifestation s'envenimait. On rappelle que les dernières soirées ont été calmes sur l'île, mais évidemment la tension est très vive puisqu'on le sait, le sujet Ivan Colonna est extrêmement sensible et ce qui s'est passé dans sa cellule est aussi un drame pour l'État français. Et tout à fait. Hélas, l'histoire de la Corse récente est marquée par cette série de drames. Disons d'entrée que l'assassinat du préfet Erignac a été un drame, qu'elle est condamnable, que c'est inadmissible. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut aussi regarder avec bienveillance cette île de beauté et se dire que incontestablement, c'est une population de France qui repose beaucoup dans ses relations sur le respect. La notion de respect, c'est un département français, la Corse, qui a beaucoup investi sur cette idée-là. À partir de là, je pense que quand on se respecte, on peut dialoguer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État français, dans sa conscience intime, a vraiment tout fait pour engager le dialogue? Je ne crois pas. À partir de là, il y a effectivement des personnes pour parfois attiser un petit peu les choses, pour pousser, pour provoquer, etc. Mais je pense qu'en Corse, la solution, elle est très simple. Il faut engager un vrai dialogue républicain. Il faut pour cela mettre en place des structures de médiation sérieuses et ne pas dire systématiquement on agit en Corse quand ça chauffe, on leur donne 2-3 sucres et puis ensuite on les calme et on revient. La Corse est une île d'assistés, pas du tout. La Corse a besoin d'être respectée. Si elle est respectée, on engage un dialogue et à ce moment-là, on peut aller effectivement vers une écoute. Une récente étude a montré que la grande majorité des Corses ne sont pas pour l'indépendance. Une majorité certaine, 53%, est pour gagner encore en autonomie. Et pourquoi pas, dans une France qui accepterait la particularité dans le cadre de la nation, c'est pas choquant d'avancer plus avant sur l'autonomie et puis surtout de respecter les Corses. Ouais, mais c'est vrai qu'on le rappelle historiquement, il y a eu l'abandon de la lutte armée par le FLNC en 2014, l'accession au pouvoir de l'autonomie, c'est Gilles Simoni, ancien avocat d'Ivan Colonna, qui est actuel président du conseil exécutif de Corse, et malgré ça, aucune des aspirations nationalistes n'a été prise en compte par Paris, ce qui donne ce sentiment pour certains d'avoir été trahi par l'État français. Exactement. Là-bas. C'est quand même un sujet qui est compliqué parce que là on parle il y a des manifestations, il y a des violences et le problème c'est quand vous cédez parce qu'il y a des manifestations et des violences, le message que vous envoyez est pas génial. Et en plus il y a une sémantique qui est assez particulière, c'est qu'on entend toujours parler de prisonnier politique. Ivan Colonna n'est pas un prisonnier politique. Il a assassiné un préfet, c'est pas un prisonnier politique parce que si vous rentrez dans cette logique-là, mais pourquoi dans ces cas-là un islamiste ne serait pas un prisonnier politique? Parce qu'au nom de sa cause, je ne compare pas les deux. Mais dire dans cette logique-là, c'est ça qui me dérange. Alors après, évidemment qu'il y a un problème avec le DPS, il a ce statut de détenu particulièrement signalé, et que le souci, c'est que dans les prisons en Corse, vous n'avez pas une prison capable d'accueillir ça. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait lever ce statut-là pour qu'il puisse... Alors la famille d'Ivan Colonna demande qu'il soit rapatrié. Mais pour qu'il puisse être rapatrié, soit vous construisez une prison particulière pour pouvoir accueillir les DPS, ce qui n'est pas possible, soit vous levez le statut. Alors peut-être qu'ils auraient dû lever le statut plus tôt qu'aujourd'hui permettre à l'inférendit, Pierre Alessandri de... Voilà, ça c'est le geste de Jean Castex qui a levé ce statut. Le problème c'est que vous le faites en temps de manifestation, en temps d'émeute. Oui, mais c'est parce qu'en Corse, ça ne bouge que quand il y a des manifestations. Croyez-moi, les populations là qui manifestent en Corse, ce sont des familles, comme ça a été très bien dit, etc. Et en France, et c'est un problème bien plus large, ça ne bouge que quand on manifeste. Voilà, donc le problème c'est qu'on rentre dans la même logique que la gauche et des casseurs, c'est-à-dire qu'on va faire des manifestations, on va casser pour être entendu. Donc je dis pas qu'ils ont tort, je dis que la réponse du gouvernement d'accéder à leur requête parce qu'il y a une violence, c'est pas le meilleur message à envoyer. Même si après évidemment qu'il y a un souci, si on regarde d'un point de vue familial, vous avez quelqu'un de votre famille, si on prend Ivan Colonna ou les autres, qui est sur le continent, si vous voulez le visiter, c'est compliqué, il faut traverser. Évidemment que il y a quelque chose à prendre en compte. Ensuite, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a quand même un sujet politique derrière. Rappelez-vous ce qu'a sorti le Canard enchaîné la semaine dernière. Le Canard enchaîné, et j'étais très surpris que personne, ou très peu de gens en tout cas, je demande à Emmanuel Macron et à son entourage de s'en expliquer. Le Canard enchaîné dit que Emmanuel Macron aurait
négocié avec Gilles Simeoni en échange de voix pour les présidentielles, le transfert des prisonniers corses sur l'île de Beauté, plus ce qu'il avait promis en 2017, un peu plus d'autonomie. Je veux dire, c'est juste un scandale d'État de négociation en fonction des voix. Ça ne veut pas dire que le sujet n'existe pas, mais c'est quand même bizarre. Et ensuite, il y a un sujet corse à l'intérieur de la Corse même. On sait qu'il y a en 2017, les régionales, le camp nationaliste a gagné haut la main, et le camp nationaliste est composé d'autonomistes et d'indépendantistes. Et entre Gilles Simeoni et Talamoni, c'est pas l'amour franc. Et il y a même des grandes divisions. Et d'après... On a essayé d'un peu d'enquêter sur le sujet. Il y a même alors je mets beaucoup de conditionnels. On nous rapporte depuis la Corse qu'il y aurait peut-être une barbouzerie dans cette histoire-là pour essayer de faire chapeauter le plan d'Emmanuel Macron, en tout cas l'embêter, parce que Emmanuel Macron aurait demandé à Simeoni de dégager Talamoni parce qu'il voulait plus d'indépendantistes dans le camp. Donc il y a quand même aussi derrière un contexte politique qui est très compliqué, qui n'a pas été résolu. Donc derrière, vous avez un sujet de prisonniers, vous avez un sujet d'autonomie, donc c'est-à-dire de politique territoriale, et vous avez un sujet politique. Dans le coma depuis qu'il a été agressé dans sa cellule, ce qui est quand même le point de départ de cette affaire-là. Et rappelez-vous le film de Jacques Audiard, Un prophète, date de 2009. Qu'est-ce qu'il mettait en scène ? Il mettait en scène dans une prison des rapports de force. Et des règlements de compte qui continuent au sein de la prison. Exactement, le pouvoir de ce qui montrait du monde plutôt arabo-musulman, qui prenait le pouvoir sur les Corses au sein de la prison. Ivan Colonna a été agressé par un radicalisé ou un islamiste, d'après ce que j'ai compris. Malheureusement, alors ce qui est bizarre, c'est qu'un DPS se retrouve dans cette situation-là, mais c'est pas le seul, et on sait qu'en prison, les luttes, quand vous n'avez plus de civilisation, vous revenez à un truc très ethnique, très racial et très religieux. Et malheureusement, c'est le cas pour tout le monde. Au-delà de ça et de la nationalité des détenus, c'est vrai que ce que décrit le film, c'est aussi que l'emprise de la mafia à l'extérieur qui continue à l'intérieur de la prison, ce qui là aussi reflète certaines faiblesses de l'État. Exactement, et quand des prisonniers corses peuvent purger leur peine en Corse et que vous retrouvez, les DPS ne peuvent pas donc se retrouver en minorité, ça pose aussi un problème. Je voulais vous faire écouter aussi François Pupponi, un député MoDem du Val-d'Oise qui était ce matin sur notre antenne et qui s'est exprimé sur ce sujet. J'ai visité Ivan Colonna avec mon collègue Benoît Quetel 15 jours avant son agression. J'ai vu les locaux dans lesquels il était, la prison dans laquelle il était, une prison plutôt moderne, complètement sécurisée, avec des gardiens partout, des caméras, et qu'un individu puisse faire un assassinat, mais ça a été requalifié de tentative d'assassinat terroriste pendant 8 minutes, sans que personne n'intervienne. Et c'est lui qui est sorti pour prévenir les gardiens. L'agresseur. C'est surréaliste, impensable. Donc on commence mercredi à l'Assemblée nationale les auditions de l'administration pénitentiaire pour essayer de comprendre. Mais les Corses ont besoin, et je pense au-delà des Corses, l'ensemble des Français ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Voilà, les députés lancent cette semaine donc un cycle d'auditions de hauts cadres de l'administration pénitentiaire. Des auditions qui commencent et qui peuvent peut-être servir à resserrer ces liens dont on parlait avec Lugras tout à l'heure, avec la Corse et le pouvoir français. Alors il y a plusieurs points sur la question des prisonniers, ce que vous l'avez parfaitement souligné. En fait, en prison, ce qui se passe un peu dans toutes les prisons, ça ne se passe pas uniquement en France, c'est qu'il y a des questions de lutte d'influence. Il y a des clans qui sont supérieurs à d'autres clans, et évidemment pour les Corses, il vaut mieux être en prison en Corse plutôt que sur la métropole. Ça, c'est le premier point. Et donc après, je ne vais pas m'exprimer sur l'affaire, mais bon, on verra ce que donne l'enquête. Deuxième point sur la question de la relation entre les Corses et donc du coup et avec la métropole et avec l'État central notamment. On sait qu'il y a une question de défiance, notamment parce que des promesses n'ont pas été respectées, et ça alimente en fait cette défiance supplémentaire sur l'affaire de l'agression d'Ivan Colonna. Mais quand on regarde les pancartes et ils disent État français assassin ou État français prisonnier politique, enfin c'est Ivan Colonna qui a assassiné un préfet français. C'est pas la France qui a tenté d'assassiner Ivan Colonna. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Et la difficulté, comme vous l'avez souligné, c'est qu'en fait comment aboutir sur une relation alors que les Corses veulent plus d'autonomie, mais ils veulent plus d'autonomie tout en ayant une assistance financière supplémentaire de l'État central. Parce que ce qu'ils demandent, c'est pas uniquement une autonomie, c'est qu'ils demandent une autonomie, mais en même temps des plans d'investissement de la part de l'État central. Et c'est quand même contradictoire et paradoxal de vouloir plus d'autonomie et en même temps de vouloir se mettre sous assistance ou sous impulsion financière de la part de l'État central. Donc ça, c'est un point qui est à régler. Moi, je pense qu'on n'aboutira pas à un moyen supplémentaire. S'ils veulent beaucoup plus d'autonomie, il faut qu'ils renoncent à une partie des investissements et qu'il faut qu'ils soient en capacité eux-mêmes de développer l'île et leurs moyens économiques. Après, il y a un quatrième point, c'est ce que vous avez souligné, c'est comment aboutir à chaque fois
et vous l'avez rappelé aussi, à chaque fois qu'on parle de la Corse, c'est parce qu'il y a des manifestations ou un problème conjoncturel. Ce qu'il faudra aboutir sur un point, c'est, vous l'avez rappelé, c'est une question de respect avec les Corses, mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce que vont faire de la Corse, parce que la Corse, en même temps, c'est assez proche, donc on ne peut pas donner un statut similaire à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou dans les dom-toms, donc c'est assez compliqué, mais en même temps, c'est assez éloigné, et il y a une volonté indépendantiste, comme dans certaines régions d'Europe, d'ailleurs, c'est pas uniquement en Corse, ça passe aussi en Catalogne, de vouloir plus d'indépendantisme, mais en même temps, ils sont assez proches pour que les Français s'en sortent particulièrement attachés. Donc, qu'importe le pouvoir politique qui sera en place, il ne pourra pas donner plus d'indépendance, en tout cas plus d'autonomie, sans qu'il y ait de véritable contrepartie sur une capacité de vision à long terme. Moi, je pense que la Corse aura un statut intermédiaire à terme entre ce qui se passe dans les dom-toms et ce qui se passe dans la métropole. Mais qui le décidera, parce qu'on sait que ça fait des décennies, et peu importe la couleur politique du gouvernement en place, personne n'ose véritablement s'attaquer, ou trancher, en tout cas, cette question. Voilà, la question fondamentale, c'est en Corse, y a-t-il une volonté politique de l'État central de dialoguer? Et à ce moment-là, évidemment que toutes les questions de défiance et de manifestations exagérées, etc., tombent. Parce que quand on engage une négociation, évidemment qu'on n'engage pas une négociation avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement. Donc on engage une négociation entre les autorités aujourd'hui locales corses et l'État Mais elles ont français. déjà lieu, ces négociations. Vous parlez comme si ça n'avait jamais été Le fait. sentiment, et il est rappelé constamment depuis des années, c'est que l'État central botte en touche à chaque fois qu'on pose la question, est-ce que l'État central a réellement la volonté de négocier en posant les notions d'agressivité, de défiance, du préfet Erignac. Évidemment, on le condamne. L'assassinat du préfet Erignac, c'est absolument une page noire de l'histoire de la Corse. Mais, une fois qu'on a dit ça, on ne négocie pas avec son ami, on négocie avec celui qui est en face de vous. Le peuple corse aujourd'hui, il est en attente. Croyez-moi, dans les manifestations, ce ne sont pas des extrémistes, ce ne sont pas des déviants, ce sont des gens qui ont simplement une chose, l'amour de la Corse. Et aujourd'hui, la République française, État central, s'honorerait de répondre à la question, est-ce qu'il a la volonté ou pas de négocier au fond ? Il y aura peut-être un problème aussi, en tout cas profiter de ce sujet corse qui revient régulièrement pour se poser la question d'une vraie politique territoriale. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser une politique territoriale avec davantage de subsidiarité, une décentralisation plus importante? Une crise sanitaire en Guadeloupe aussi, cette question de territoire. Alors là, oui, mais après la Guadeloupe, on est vraiment sur quelque chose de particulier, mais là, ça serait vraiment une logique plutôt globale. Parce que chaque territoire est différent, mais les questions ressurgissent à l'aune de ce genre d'événement. Mais à chaque fois, on a cette question-là qui se pose. Alors évidemment, en Corse, on a une histoire particulière, on a un rapport à l'État français qui est particulier, donc forcément, dès qu'il y a une problématique et une défiance, ça monte tout de suite très fort et on en parle. Mais je veux dire, je pense que dans d'autres régions de la France, alors évidemment, on peut parler de la Bretagne, on peut parler du Pays Basque, mais dans d'autres endroits, je veux dire, la question qu'on parlait de respect, de la reconnaissance, en tout cas d'identité régionale, d'identité particulière, et de davantage de pouvoir au local se pose. Et donc, ça serait intéressant de se poser la question de comment essayer d'envisager sur un long terme une politique territoriale avec plus de subsidiarité, avec plus d'autonomie, avec une vraie décentralisation. Et je vous invite à lire un excellent essai qui est sorti, c'est un essai de Laetitia Strauss-Bonnard, qui pose cette question-là et qui explique en fait le problème français depuis le départ, c'est un problème d'outils. Notre outil, c'est qu'on est beaucoup trop jacobin et que forcément le jacobinisme ne réglera pas nos problèmes. Le président Macron, qui se veut être un grand Européen, le principe de subsidiarité est au centre de la construction européenne. Ah oui, un dernier mot et puis on enchaîne. Je pense qu'il ne faut surtout pas le faire. Si par cas on cède à la Corse, on cèdera aux Bretons, on cèdera au Pays Basque, on cèdera au Grand Est, aux Alsaciens, etc. Il ne faut surtout pas le faire. Il ne restera rien de notre pays. Parce qu'on prend le problème à l'envers. En fait, on se dit le pouvoir central n'est pas efficace parce que le président de la République n'est pas efficace. Mais si le président de la République n'est pas efficace, c'est parce qu'il y a eu les lois de décentralisation dans les années 80 et on a transféré une partie de nos pouvoirs à l'Union européenne. Il faut faire exactement l'inverse. Je pense qu'il faut donner plus de pouvoir à l'État central pour qu'ils soient en capacité de résoudre les crises et non pas l'affaiblir alors qu'on a montré William Tess, c'est trop tard pour poser votre candidature pour l'élection présidentielle de 2022, on a montré que pendant la crise sanitaire et pendant la crise en Ukraine que l'État-nation était le cadre idéal pour résoudre les conflits de la mondialisation. Je suis désolé, mais ça c'est un argument d'une France faible. La France forte n'a pas peur de dialoguer. Allez, on termine là-dessus et on change de sujet puisque cela fait des mois que nous attendions ce jour, en tout cas moi, je peux vous le dire. Demain sonne la fin de l'obligation du port du masque. Il le restera toutefois dans les transports en commun, dans les établissements de santé et les maisons de retraite, mais dans tous les autres espaces clos, nous pourrons tous de nouveau respirer normalement. Précision sur cette levée des restrictions de Yann Eiffel. Presque 2 ans qu'il le porte tous les jours. À partir de lundi, libre à chacun d'avoir un masque ou non dans les commerces.
Pour ce barbier, la décision est prise. Moi j'enlèverai, il n'y a pas de doute. C'est perturbant, ça tient chaud. Quand on porte des lunettes comme moi, on a quand même un petit peu de buée. Non, c'est pas confortable. Pour ce client aussi, c'est une bonne nouvelle. On commence petit à petit à revenir à la vie d'avant. Fini aussi le pass vaccinal qui disparaît de l'ensemble des commerces, restaurants et lieux de culture. Ces allègements font le bonheur des écoliers. Pour eux aussi, à partir de lundi, le masque. On l'enlève. T'es content ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça gêne le masque et c'est énervant. C'est plutôt une bonne nouvelle, il va pouvoir voir un peu la tête de ses camarades. J'ai hâte. On respirera bien, on se respirera mieux. Et aussi, on n'aura plus de tu dois mettre ton masque sur le nez, tu dois mettre ton masque sur le nez. Un vent de libération, mais les scientifiques préviennent, le virus est toujours là et les gestes barrières doivent continuer. Ils recommandent également d'aérer les lieux clos et reprendre un masque en présence de personnes vulnérables. Alors, j'espère que je ne suis pas la seule à me réjouir de cette levée des restrictions demain. C'est la vraie date de la nouvelle vie ou la vie d'avant qui revient ? Vous savez, chère Barbara, je pense que ça peut revenir. Oui. Non, une chose est certaine, cette concomitance avec l'élection présidentielle est quand même là. Heureuse. On l'observe en tant que politologue. On peut observer qu'il va y avoir juste un mois avant l'élection présidentielle, la fin de tout. Il y a une chose qui est sûre, c'est que par contre, ça a généré, en tant qu'observateur, ça a généré toute une sorte de créativité complotiste, pseudo-complotiste, etc. Les gens qui disent « ouais, c'est manipulé, on nous met le masque pour nous faire taire, etc. etc., etc. » Ça va rester, par contre. C'est-à-dire que le Covid a accéléré un mouvement de discrédit du pouvoir politique, de rupture entre le lien du pouvoir central, des élus et le peuple. Et ça a été renforcé par la crise du Covid. Ça demeurera. Je ne sais pas si le Covid va reprendre, etc. Par contre, on va l'évoquer, c'est qu'il y a quand même une petite reprise épidémique aussi dans le même temps, ce qui en inquiète certains. Voilà, alors donc il y a quelque chose là qui peut repartir. Réjouissons-nous de ce qui va se passer demain, mais pour combien de temps ? William Tess est électoraliste aussi c'est évident que c'est électoraliste. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'était bloqué aux frontières françaises. Là, évidemment. Alors attention, le gouvernement ne nous dit pas le Covid n'est plus là. Il nous dit juste la situation nous permet de lever certaines restrictions. Mais c'est symbolique. Moi, je pense qu'il y a une part électoraliste, il y a aussi une part de politique publique. Parce qu'à chaque approche de l'été, à chaque approche de printemps, le gouvernement a lâché. En fait, le masque est devenu une mesure symbolique en disant si par cas on lâche le masque ou si par cas on n'oblige pas le masque obligatoire, ça veut dire que le risque épidémique n'est pas important et pouvait reprendre la vie normale. La difficulté du gouvernement, c'est qu'en fait, il a fait des allers-retours, des va-et-vient sur tous les sens. Il n'y a pas eu de doctrine claire. Si par cas, on partait sur une logique de vivre avec le virus, on enlevait le masque pour ceux qui étaient vaccinés, dans la mesure où on avait dit que ceux qui étaient vaccinés, de toute façon, même s'ils attrapaient le Covid, n'avaient peu de chances d'aller dans les hôpitaux. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, évidemment, c'est électoraliste. Dans la mesure où le gouvernement l'avait annoncé avant la crise en Ukraine, qu'il avait prévu de lâcher le masque pour montrer à Emmanuel Macron, c'était sa stratégie électorale, en disant je libère les Français pour préparer la France au monde d'après-crise, qui évidemment sera incarné par Emmanuel Macron dans ce cas-là. Et moi, je pense que c'était une erreur parce qu'en fait, Emmanuel Macron ne tient, pour moi, électoralement qu'en cas de crise. Il a été... c'est dramatique, mais il a été sauvé, entre guillemets, par la crise en Ukraine qui va lui permettre vraisemblablement d'être réélu. Et en fait, Emmanuel Macron ne tient uniquement que sur les cas de crise. Et il faut s'interroger, notamment sur la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron pourra gouverner pendant 5 ans en pratiquant uniquement une politique de la peur ? En fait, il est élu par défaut. Il est élu contre la peur de Marine Le Pen. Il est élu contre la peur de Mélenchon. Il est élu contre la peur du virus. Il est élu contre la peur de Poutine. Est-ce qu'on vit pendant 5 ans sous un climat de peur et anxiogène ? C'est la question qui est posée aux Français le 10 et 24 avril. Et alors, avant d'entendre les deux autres invités sur ce sujet, je voudrais vous faire un point quand même épidémiologique, de l'épidémie en tout cas, puisque certains s'inquiètent d'une reprise de l'épidémie, qui a un rebond en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse et même en Chine, où on reconfine. On voit ce point et on en rediscute après. Depuis quelques jours, la courbe change de trajectoire. Les contaminations repartent à la hausse. Au moins 3 raisons expliquent le rebond de l'épidémie. La levée progressive des restrictions, le moindre respect des gestes barrières et le sous-variant d'Omicron BA2, plus contagieux et désormais majoritaire en France. La reprise des contaminations s'observe partout en Europe. Elle est particulièrement forte dans les pays du Nord, plus atténuée dans le Sud. À l'hôpital, en revanche, les lits continuent de se libérer. On peut être plutôt rassuré et confiant dans la capacité de l'immunité de la population d'empêcher
la survenue d'une épidémie hospitalière avec une augmentation de la pression sur les services de réanimation. Les personnes vulnérables, très âgées, immunodéprimées ou non vaccinées, restent-elles à risque ? Pour éviter les formes graves, les médecins leur recommandent de continuer à prendre des précautions, même après la levée des restrictions. Voilà, donc c'est un petit peu comme pendant toute cette période de crise, il y en a qui se réjouissent, d'autres qui disaient oui mais attention c'est un peu trop tôt. Antoine Flao, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, conseille de s'en remettre au dicton et d'attendre le mois de mai pour faire ce qu'il nous plaît. Alors, peut-on se réjouir de cette levée des restrictions, messieurs ? Ou est-ce que c'est prématuré ? Non, je pense que tous les parents, tous les citoyens ont plaisir enfin à pouvoir, ne serait-ce que découvrir le visage de les élèves vont découvrir le vrai visage de leur professeur et inversement. Et lundi, on fête la journée du sourire, parce que les enfants vont enfin pouvoir voir le visage de leur maître, et donc ils vont se faire des petits déguisements. C'est génial, c'est évidemment une très bonne idée du point de vue des enseignants, et c'est une très bonne nouvelle du point de vue de tous les Français. Après, je pense qu'on est d'accord. Toute cette crise a été instrumentalisée politiquement depuis le début. Bon, alors, c'est le jeu de la politique, mais c'est quand même absolument évident. Et c'est vrai que là, il y a un dénouement heureux qui, d'une certaine manière, en tout cas pour certains, fera oublier les débuts absolument calamiteux dans la gestion du crise. Est-ce qu'on peut vraiment les oublier ? Ça nous a tellement impacté tous dans notre vie quotidienne, et ça fait 2 ans, peu importe son bord politique, c'est difficile à oublier cette période. Moi, je pense que... moi, je ne l'oublie pas. Ouais. Mais c'est vrai que toute l'affaire du masque, la démission le ministère de la Santé, c'était quand même absolument pathétique. Bon, encore une fois, il y a des enjeux politiques qui servent maintenant. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette crise-là, même si elle s'arrête réellement, au moins provisoirement, elle va transformer profondément notre société. Alors, vous l'avez dit, dans le rapport aux institutions, la confiance dans l'expertise et la gestion politique, mais aussi de manière très large dans le quotidien, sur les transports, sur le télétravail, sur la vie quotidienne. C'est un bouleversement radical. D'un point de vue écologique, qui est le mien, ça peut avoir un intérêt, parce que le télétravail, si c'est fait de manière raisonnable et contrôlée et respectueuse du droit du travail, ça peut amener un confort de vie pour certains, en tout cas si c'est 1 jour ou 2 par semaine. Ça peut diminuer d'ailleurs le besoin de prendre sa voiture, de se déplacer. Donc, par les temps qui courent, c'est une bonne nouvelle. Ça change complètement les logiques de transport en commun, et c'est un enjeu majeur économique et écologique. Et puis, ça aussi, et je pense que c'est fait pour durer, ça change complètement notre rapport à la ville. Pour ceux qui s'en souviennent, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, le confinement a été quand même une étape absolument majeure. Et pendant quelques semaines, on s'est rendu compte que oui, on pouvait avoir un ciel bleu, à peu près le calme, l'absence de bruit, à peu près quelques oiseaux qui reviennent, en tout cas un peu de biodiversité qui revient dans la ville, moins de pollution. Et ça nous rappelle que une autre ville est possible. Et je pense que dans les enjeux des années à venir, ça restera présent à l'esprit des citoyens. Arthur de Vatrigan. Évidemment que c'est une logique politique de enfin retirer les masques et toutes ces mesures très contraignantes. Mais on rappelle que ceux qui voudraient le garder le pourront. Ce qui disparaît, c'est l'obligation de l'imposer. Voilà. Mais alors, ça signifie aussi que, évidemment, qu'on est dans une crise, en tout cas une épidémie qui est moins virulente, et donc qui permettait en fait de se poser la question enfin et de faire un premier bilan. On est dans une logique dans une présidentielle. Donc c'est le moment où il y a des débats politiques, et dans une accalmie qui permettait enfin de faire un bilan sur cette crise sanitaire, de se projeter sur le long terme, et surtout de parler de l'hôpital. Et je suis très étonné qu'aucun candidat ne parle de ce sujet-là. J'ai envie de dire, malheureusement, l'année dernière, on a eu une petite parenthèse aussi, souvenez-vous, avant l'été, et on n'a pas tiré les leçons, et ce qui fait qu'on est reparti dans des allées et venues, des décisions, puis retour au moment de la vaccination, par exemple. La différence, c'est que nous sommes dans une campagne pour les présidentielles. Ah, vous y croyez plus ? Donc. Non, évidemment qu'on sait que Emmanuel Macron est très fort pour... vous savez, la Ve République, c'est prendre un sujet, le problématiser et proposer une réponse. Emmanuel Macron est super fort, il prend l'actualité, il en fait un sujet, et puis il propose une réponse et empêche de débattre du reste. Sauf que là, c'est aussi aux autres candidats de s'emparer de ce sujet-là. Tout le monde l'a vécu, la crise sanitaire. Tout le monde est devenu épidémiologiste, tout le monde est devenu médecin, tout le monde faisait des calculs de lit de réanimation, de coûts, de tout ça. Mais on ne parle pas de l'hôpital. S'il y a vraiment un moment où on pouvait faire ce bilan de 2 ans de crise sanitaire, non pas que pour critiquer Emmanuel Macron, mais pour faire un vrai bilan
bilan et se projeter sur l'avenir en disant qu'est-ce qu'on propose comme réforme structurelle de l'hôpital, personne ne le prend. Alors peut-être qu'aussi nos candidats n'ont pas forcément d'idées ou n'auraient pas forcément fait mieux qu'Emmanuel Macron. Mais je suis très étonné qu'aucun candidat ne parle de ce sujet. Ils ont pourtant aussi des votes à aller chercher dans les personnels hospitaliers et toutes ces personnes qui ont énormément souffert de la crise en première ligne. Mais la difficulté en fait sur l'hôpital, c'est parce qu'en fait il y a une solution, c'est d'injecter de l'argent public supplémentaire. Et c'est ce qu'on fait depuis une vingtaine, trentaine d'années. Quand on regarde le budget de l'hôpital en termes de dépenses par habitant, on augmente chaque année. Et malgré tout, nos performances sont moins bonnes que celles de l'Allemagne, qui a plus de moyens que nous, dont les médecins sont mieux rémunérés et de la même façon que les infirmières sont mieux rémunérées que les nôtres. Et pourtant, ils dépensent à peu près le même dépenses publiques par habitant que chez nous. La difficulté, c'est qu'en fait, la seule réponse qui est possible d'accepter, enfin qui est possible de proposer, n'est pas acceptable en fait électoralement. C'est de changer en substance en fait l'hôpital public pour opérer un changement de gouvernance et opérer des réformes qui sont difficiles. Et aucun candidat, il y en a un qui l'a fait il y a 5 ans, il s'appelait François Fillon, il a commencé à baisser dans les sondages dès qu'il a commencé à parler de réforme de l'hôpital public. Et c'est pour ça en fait qu'aucun candidat le propose. Et même sur les autres enjeux, c'est parce qu'aussi ils n'ont pas de vision, parce qu'on n'a pas parlé des conséquences de la crise sanitaire, mais on est en train de le vivre avec la question de la crise ukrainienne. Dès le début de la crise sanitaire, on voyait notamment que l'Europe était déclassée par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, et qu'au sein de l'Europe, la France était déclassée par rapport à l'Allemagne. Et toutes ces conséquences-là, on ne les a pas abordées. La question de la pertinence de notre modèle économique, alors que notre modèle opéré sur la consommation n'est pas pertinent face au modèle plutôt industriel. On a soulevé les questions, mais malheureusement, dans le feu de l'action, évidemment, on n'a pas eu le temps de les candidats à l'élection présidentielle, moi je pense que le seul moyen pour eux de s'en sortir et de relever la tête face à Emmanuel Macron, c'est de proposer la question de la France de l'après-crise, d'opérer la France de 2040-2050 et comment on voit le nouveau modèle de société et comment on veut faire, quel est le rêve français en fait au XXIe siècle et comment on fait passer la France au XXIe siècle et comment on transforme l'Union européenne. Il n'y a aucun candidat, hormis Emmanuel Macron, qui le propose. Ils opèrent sur les points faibles d'Emmanuel Macron, mais si les gens votent Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils sont contents de lui sur l'économie, sur l'Europe et sur les différents sujets. Et eux, ils visent les points faibles d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a aucun électeur macroniste qui vote Macron pour les questions de sécurité. Il n'y a aucun électeur macroniste qui vote Emmanuel Macron pour les sujets écologiques, qui vote sur lui sur l'économie, sur l'Europe. Parce qu'il faudra terminer cette thématique. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que les candidats, à part Macron, parlent de ces sujets-là, mais qu'ils ne sont pas entendus. Je connais bien, pour cause, le discours de Valérie Pécresse. Je sais qu'elle s'est largement prononcée sur ces sujets-là. Elle a dans son équipe Philippe Juvin, qui est un grand médecin, qui s'est largement prononcé sur ces sujets-là, notamment, alors non pas en disant qu'il faut couper toutes les ressources, mais en disant qu'il faut libérer les professionnels des tâches administratives, ce qui veut dire effectivement changer le fonctionnement de l'hôpital, et c'est un enjeu absolument fondamental. Mais pour le coup, oui, il y a eu des propositions sur ce sujet-là, en tout cas du côté de l'équipe de Valérie Pécresse. La question, c'est comment est-ce qu'on rend audibles ces questions-là dans le débat tel qu'il est aujourd'hui, qui est sans cesse bouleversé par l'actualité. Je pense que c'est vrai, par exemple, sur l'hôpital, c'est vrai sur les questions écologiques, dont on n'entend quasiment pas parler, malheureusement, dans le débat, parce que voilà, l'actualité est tellement forte que l'ensemble des candidats, Valérie Pécresse et les autres, ont du mal à se faire entendre sur ces sujets-là, alors qu'en fait, ils ont des propositions. Mais la crise ukrainienne a commencé il y a 3 semaines, pas il y a 6 mois. Oui, mais alors, encore une fois, si vous aviez écouté, par exemple, les débats sur la primaire, ou si vous aviez lu le programme de Valérie Pécresse, il y a de nombreuses propositions, notamment sur le monde hospitalier. Mais alors, un élément d'explication, c'est qu'en France, on a autrefois un ministre de l'Éducation nationale qui parlait du mammouth en parlant de l'Éducation nationale. On pourrait aussi parler du mammouth hospitalier. Depuis 20 ans, 30 ans, j'ai pu, moi, voir que quand on abordait la question de l'hôpital, la première chose qu'on faisait, c'était de faire venir les représentants syndicaux et administratifs de l'hôpital. Pour la droite, votre famille politique, faisait venir les hospitaliers pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. Et on l'a bien vu, il y a eu des réformes qui ont été tentées, la tarification, etc. On voit bien la place qui est laissée aussi aux cliniques privées. Donc dans ce pays, il y a quand même un vrai problème. En règle générale, il y a un problème d'écoute dans ce pays, un problème de dialogue. Et on le voit bien, et tout à l'heure ça a été dit, que Macron, donc ce serait le président qui serait réélu grâce aux crises. Mais si c'est vraiment ça, si Emmanuel Macron est réélu grâce aux crises successives, on va vers des lendemains difficiles. Parce que la crise, elle est devant nous. Parce que la crise, elle est essentiellement démocratique dans ce pays. Et si on ne sait pas s'écouter sur la Corse, dans l'hôpital, sur le principe du lien démocratique entre les élus, on va vers des temps difficiles. Et on s'écoute sur ce plateau, sur les plateaux de CNews. En tout cas, merci d'y participer. On se quitte une dernière fois quelques minutes et puis on abordera l'autre thème majeur d'actualité. Évidemment, en ce moment, c'est cette guerre en Ukraine. À tout de suite.
aborde la dernière partie de 90 minutes info week-end avec la situation en Ukraine. Les bombardements se sont intensifiés ce dimanche. Attaque survenue à 30 km de Kiev. Des frappes également à 20 km seulement de la frontière avec la Pologne. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont un journaliste américain. Des régions jusque-là relativement épargnées ont été ciblées, notamment une base militaire près de la frontière polonaise, tandis que l'armée russe continue de pilonner le sud du pays. La ville assiégée de Mariupol aussi, qui espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire, est plongée dans une situation quasi désespérée. C'est ce que dit Médecins sans frontières. On y manque de vivres, d'eau, de gaz, d'électricité et de communication. Messieurs, on le rappelle, en fin de semaine dernière, à l'issue de 2 jours de réunion au sommet à Versailles, les Européens ont décidé de nouvelles pressions, de nouvelles sanctions sur la Russie. Joe Biden en a fait de même de l'autre côté de l'Atlantique, mais vraisemblablement, William Tay, la diplomatie, les sanctions ne semblent avoir aucune prise sur la détermination offensive de Vladimir Poutine. Je pense qu'on se trompe d'émetteurs et on se trompe de messages contre Vladimir Poutine. Le seul moyen de faire plier Vladimir Poutine, c'est sur la question du rapport de force. Et à partir du moment où les Occidentaux, Européens et Américains ont exclu toute intervention militaire, Vladimir Poutine avait le champ libre. Donc du coup, la force pour vous ne passe que par l'action militaire sur le terrain. Non, mais quand je dis intervention militaire, on pense qu'il faut envoyer tous les soldats français en Ukraine, mais ce n'est pas le cas. Une question de diplomatie, c'est une question de rapport de force entre un acteur A et un acteur B, donc les Russes et les Occidentaux. À partir du moment où vous excluez toute intervention militaire, Vladimir Poutine savait qu'en intervenant en Ukraine, il n'y avait aucune réponse de l'Occident sur le point de vue militaire, et donc du coup, il ne risquait aucune perte russe de la part des Occidentaux, de peur de déclencher ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Et Vladimir Poutine avait, dans sa conférence de presse, dit « Est-ce que vous pensez que les Français, les Allemands et les Américains veulent une guerre avec la Russie ?» Mais on pourrait lui retourner la question à M. Vladimir Poutine. Est-ce que les Russes veulent une guerre avec les Français, avec les Américains et avec les Allemands? On aurait pu se poser cette question-là à Vladimir Poutine. Donc du coup, on intervient sur le champ des sanctions économiques. Mais quand on regarde la politique économique prise par la Russie depuis 2014, ils ont opéré une transition économique pour faire en sorte de résister aux sanctions financières. Donc le plan était préparé depuis 6 ans. C'est ce qu'indique une lettre qui a été publiée le lendemain de l'intervention russe qui explique les plans de Vladimir Poutine. Il a montré notamment qu'il a opéré les conversions de ses actifs de la part des États-Unis et de la France vers la Chine et vers l'or pour avoir des valeurs refuges pour résister face aux sanctions économiques. Et donc il va résister 1, 2, 3 ans. Et surtout qu'en fait l'économie russe fonctionne sur des hydrocarbures. Et en cas de crise financière, en cas de crise notamment géopolitique, les prix des hydrocarbures, gaz et pétrole sont en train d'augmenter. Donc du coup, il va solidifier ses actifs. Il n'y a aucune réponse sanction économique qui fonctionnera comme Vladimir Poutine. Le seul moyen, on l'a exclu de fait en abandonnant les Ukrainiens, c'est excluant l'intervention militaire. Mais encore une fois, je précise dessus, ce n'est pas parce que vous excluez pas l'intervention militaire que vous allez envoyer des soldats français à Kiev ou à Mariupol. Et ensuite, après, la question qu'on doit se poser, c'est comme les Ukrainiens sont en train de tenir et que Vladimir Poutine est en train de s'enliser en Ukraine, comme les Américains en Afghanistan ou comme les Russes en Afghanistan. S'enliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, effectivement, ça prend vraisembalement plus de temps que ce qu'il avait préalablement envisagé. Donc il y a plusieurs questions à se poser. Quel est le véritable plan de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il veut véritablement prendre toute l'Ukraine? Et dans ce cas-là, ce serait un non-sens complet pour nous. Et donc ça serait une ligne rouge. Deuxième point, c'est est-ce qu'il veut prendre uniquement les régions sud pour faire un trait entre la Crimée et les régions séparatistes du Donbass? Éventuellement, Zelensky a dit qu'il était prêt à négocier. Troisième point, c'est est-ce qu'il veut la finlandisation de l'Ukraine dans la mesure où ils n'entreraient pas dans l'OTAN, mais quid de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne? Ce sont les lignes rouges de négocier avec Vladimir Poutine. La difficulté, c'est que ce n'est pas un acteur de confiance et qu'on ne peut pas négocier avec lui. Si par cas on pouvait négocier avec lui, on pourrait négocier un cessez-le-feu. Bon. Alors, qu'ajouter à cette analyse précise de Mon cher William, il suffit de relire les traductions de ce qu'a dit Poutine. Poutine avait annoncé, très clairement, c'est un agresseur dans cette situation en Ukraine. D'ailleurs, c'est étonnant sur Twitter le nombre de gens qui ont du mal à reconnaître que c'est un agresseur. Deuxièmement, Poutine, il a une vertu extraordinaire, c'est que comme les autoritaires, il dit tout à l'avance. Donc je réponds très clairement à la question de William. Évidemment que le projet de Poutine, c'est de prendre la main sur toute l'Ukraine. Après, que ce soit un État fantoche ou carrément une annexion, c'est possible. C'est quand même incroyable que, ne réussissant pas à gérer les 19 milliards de kilomètres carrés qu'il a en Russie, il soit obligé maintenant d'aller reprendre 600 000 kilomètres plus à l'ouest. C'est quand même incroyable. Il y a une carte. Dernière chose, sur la stratégie, dernière chose, c'est qu'en réalité, en géopolitique, il faut toujours se mettre dans la perspective moyen terme, long terme. Il est en train d'affaiblir la Grande Russie en venant se battre en Ukraine et par conséquent de s'affaiblir par rapport à la Chine. Car demain, la Russie sera à genoux, qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas l'Ukraine. Et elle sera très faible. Et la Chine, elle, attend son heure parce que la Chine s'inscrit toujours dans le temps long. Et il aura un territoire immense avec des hydrocarbures immenses, une population affaiblie. Et la Chine est là
prête à venir relever le défi de justement aider la Russie en difficulté. La Chine est le pays qui a le plus à gagner de ce conflit dans l'Occident. Je ne sais pas, parce que la Chine, ils ont leurs problèmes à régler en ce moment, ils ont une élection qui arrive et c'est aussi le bazar chez eux. Donc je pense qu'ils regardent ça d'un œil attentif, mais je ne serais pas aussi radical sur l'alliance qu'il peut y avoir et puis peut-être que ça va dégérer Taïwan. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, sur la Russie... je pense que d'après Jean-François Colosimo, qui est quand même assez spécialiste du sujet, le plan A a été zigouillé, le président ukrainien, ça a raté. Le plan B, c'est l'invasion. L'invasion, il y a le temps médiatique, il y a le temps militaire. Donc quand on parle d'enlisement, quand on dit c'est plus... Je veux dire, 250 000 hommes et des chars à mettre en place, ça prend un peu de temps. Et en effet, dans le jeu de poker menteur, ça permet à Poutine de gagner du temps. Après, on connaît la puissance des Russes, une puissance d'artillerie très forte. On voit que ça commence à s'intensifier. On connaît leur méthode de rouleau compresseur. Et puis, quand vous avez un pays qui était capable de sacrifier 20 millions de Russes en 40, il faut toujours se méfier un peu de leur mentalité. Et après, là, on se retrouve complètement dans le choc de civilisation d'Huntington, même si d'autres essayent d'invalider cette thèse parce que, soi-disant, l'Ukraine et la Russie seraient la même. Sauf que l'ennemi n'est pas l'Ukraine pour Poutine. Il l'a dit, c'est l'Occident. Il veut surtout pas que l'Ukraine rentre dans l'Occident. Il veut que l'Ukraine reste russe, même si l'Ukraine a toujours été considérée comme des sous-Russes par la Russie. On peut rappeler de Staline qui avait affamé l'Ukraine. Bref, en tout cas, dans un choc de civilisation, je ne suis pas certain qu'on ait pris la mesure de la mentalité russe. Churchill l'avait dit, les Russes ne respectent rien de plus que la puissance et ne détestent rien de moins que la faiblesse, surtout la faiblesse militaire. Donc oui, je pense que Vladimir Poutine veut toute l'Ukraine, sinon il n'aura pas attaqué Kiev. Oui, quand on explique qu'on ne veut pas qu'on ne va pas engager des soldats et des forces en Ukraine, forcément on perd dans le rapport de force et dans la négociation. Après, l'avenir, je ne suis pas géopoliticien, je ne vais pas m'engager. J'ai quand même l'impression que ça va être de plus en plus violent et de plus en plus dur pour l'Ukraine. Pardon, excusez-moi, on me parlait en même temps. Olivier Blond, pardon, votre point de vue sur la situation et l'issue qu'on peut espérer. Est-ce que la diplomatie peut aboutir dans cette histoire? Alors, très modestement, je n'ai aucune idée de l'issue diplomatique ou non que peut prendre cette crise. Mais ce que je constate, mais ça tombe d'une certaine manière sous le sens, c'est que dans la diplomatie, les rapports de force, ils trouvent aussi leur origine dans la puissance de chaque pays. Et la puissance de la France, elle tient aussi, pour revenir à mes sujets, à notre autonomie énergétique, notre autonomie alimentaire. On voit que c'est des enjeux majeurs et il faudrait d'abord construire un pays autonome pour pouvoir avoir dans les négociations une force de négociation plus forte. On ne l'a pas pour l'instant. Et donc finalement, malgré les interventions d'Emmanuel Macron, qui est extrêmement impliqué en tant que chef d'État français, mais aussi à la tête de l'Union européenne en ce moment, essaye de jouer cette carte et de faire peser le poids. Oui, mais c'est un combat de coq uniquement? Non, mais il a commencé son mandat environ le général Pierre de Villiers qui demandait plus de crédit militaire. Donc évidemment, c'est bien 5 ans après de dire qu'il a été un génie militaire et qu'il avait sauvé l'armée française. Mais il fallait commencer à penser il y a 5 ans lorsque le général Pierre de Villiers lui avait proposé l'idée. Sur la question de l'Ukraine en termes d'armée, les forces russes ont aux frontières ukrainiennes entre 8 fois la force de frappe française. Et donc du coup se pose la question de notre pertinence en termes d'armée lorsqu'on a réduit nos effectifs par 3 ou par 4 depuis les années 90 grâce au grandiose Jacques Chirac. Était le meilleur président de l'histoire. Parce que là, on peut plus globalement parler de l'OTAN. Oui, il a fait des choses bien quand même. Il a fait des choses bien. L'Irak, il a fait des choses bien. Si on est dans une armée de métier, ça a changé le... Oui, mais l'OTAN conduit inévitablement les Européens à s'endormir et à se reposer sur les capacités américaines à se protéger. Mais quand on voit les tournants américains depuis 2013, et notamment depuis Barack Obama qui a opéré un tournant vers ce qu'on appelle le pivot américain vers l'Asie, on sait que les Américains ne veulent pas nous protéger. On sait que Biden ne va pas nous protéger dans la mesure où il prend des sanctions qui n'impactent aucun Américain et qui impactent uniquement les Européens. Donc la question pour nous, c'est de savoir se réarmer collectivement ou individuellement en tant que France pour résister face à Poutine, face à Erdogan et face aux autres personnes qui veulent agresser nos intérêts. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. Ça mériterait évidemment bien plus de temps de discussion. Merci en tous les cas d'avoir participé au débat aujourd'hui. L'Ukraine sera évidemment au cœur des discussions qui vont suivre dans Repères. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Charles Michel, le président du Conseil européen. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ça fait des mois que des Français ne peuvent plus payer leurs factures, à la fois d'électricité, de gaz, et ne peuvent plus aller à la pompe, et hésitent entre le plein de course et le plein d'essence. Marine Le Pen a alerté sur cette situation dès le mois de septembre, en faisant du pouvoir d'achat la priorité de son projet. Et là, comme par hasard, ce serait à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le gouvernement nous sort une remise d'une part électoraliste, parce qu'on voit bien la grosse ficelle électoraliste, et d'autre part dérisoire.
Une réduction de 15 centimes, c'est mieux que pas de réduction du tout, bien sûr, mais c'est très largement insuffisant. Et à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Je pense, et c'est ce que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant plusieurs mois, que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller vers une mesure de blocage du prix, de ramener le prix au prix auquel il était avant le début de la crise, autour de 1,40 € le litre. Justement, on va entendre... Et de mettre à contribution, et je vous laisse poser la suite de votre question, mais de mettre à contribution, et ça c'est une critique que je formule par rapport à la proposition du gouvernement, de mettre à contribution les distributeurs de gaz et d'électricité et des distributeurs de carburant. La guerre, on la voit tous les jours à la télévision, mais on la subit aussi dans le porte-monnaie. Donc il est important de protéger le pouvoir d'achat des Français, de bloquer les prix, d'arrêter la spéculation. Et pas seulement l'énergie, si j'ai compris. Pas seulement que l'énergie, mais en fait, les produits essentiels comme le blé, le maïs, tout ça, ça se joue à la bourse. À Chicago, le gaz, alors qu'on a des contrats sur 20 ans, sur 30 ans, à prix fixe acheté, il se joue lui aussi à la bourse. Il faut arrêter avec cette libéralisation des prix sur des matières essentielles. Et le gouvernement, il nous pond un truc à 15 centimes, comme il nous avait pondu une prime de 100 € là, il n'y a pas longtemps, là, justement par rapport à la hausse de carburant. Et c'est vrai que ça peut apparaître comme une provoque. En tout cas, je pense que dans la population, ça apparaît pas du tout comme une aide. Là, aujourd'hui, il faudrait à minima bloquer les prix. Et puis là, en plus, Total, ils ont déclaré, je crois, 15 milliards de bénéfices il n'y a pas longtemps. À quel moment on fait un impôt exceptionnel? À quel moment on reprend l'argent chez les riches pour le redistribuer à la population? Et à quel moment on discute sérieusement de l'augmentation des revenus? Parce que c'est facile de faire croire. Enfin là, c'est faire croire que et puis il se passe rien. Alors à la limite, on pourrait se dire, mais on n'a qu'à faire comme en Corse, parce que vous avez vu en Corse, quand ça se met en colère, quand ça brûle les palais de justice, le gouvernement il recule un peu plus. Et c'est là où il faudrait que la colère s'exprime. À un moment donné, il faut descendre dans la rue, il faut dire merde, il faut dire qu'il y en a marre. Aujourd'hui, un quart des travailleurs les plus pauvres sont morts à 62 ans. Vous vous rendez compte? Moi, je le dis souvent, dans ma famille, je viens d'une famille d'ouvriers. J'ai vu mes oncles mourir à 60 ans. Ça veut dire quoi, la retraite à 65 ans? Ça veut dire ne pas pouvoir bénéficier de ce droit essentiel, de se reposer à un moment de sa vie, de profiter de ses petits-enfants. Alors, je maintiendrai le droit de la retraite à 62 ans et bien sûr, avec une possibilité pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, de partir également plus tôt. Si vous voulez vous retrouver avec un deuxième tour dans lequel on va discuter des vraies questions de ce pays, c'est-à-dire est-ce que par exemple on met l'âge de départ à la retraite à 65 ans ou est-ce qu'on le met à 60 ans? Et il n'y a que Jean-Luc Mélenchon dans les candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour qui porte cette question. Est-ce qu'on augmente le SMIC ou pas? Et il n'y a que Jean-Luc Mélenchon dans les candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour aujourd'hui qui dit faut augmenter le SMIC, augmenter les salaires, augmenter les revenus. Est-ce que vous voulez un deuxième tour où on parle de ces questions ou un deuxième tour encore comme la dernière fois entre l'extrême droite et Emmanuel Macron? Je suis de gauche. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici, je crois que j'ai été membre du Parti socialiste pendant 45 ans. Et je n'ai pas changé dans ma logique. Non. Et puisque certains s'interrogent sur le vote utile à gauche, je voudrais dire ici que le vote utile à gauche, pour moi, c'est Macron. C'est d'abord le mépris qu'il exprime à l'égard des Français, à qui il a adressé une missive qui tombe du ciel comme ça pour annoncer sa candidature. C'est le refus, en réalité, de participer à le moindre exercice démocratique. Car il peut très bien être président et participer à un certain nombre de débats sur des plateaux. Il ne souhaite pas le faire. Sauf que les Français, manifestement, Madame Le Pen, pour l'instant, ne lui en tiennent pas rigueur. On regarde les sondages, il est au-dessus de 30% dans toutes les études. Oui, écoutez, très bien. Mais il n'en demeure pas moins que 30%, ça veut dire qu'il y a 70% peut-être des gens qui lui en tiennent rigueur quand même de cette volonté de ne pas entrer dans le jeu démocratique. Il faut que le débat ait lieu, mais il y a encore un mois. Moi, je n'ai considéré... Oui, il est en train de s'ouvrir. Sur la retraite, il est en train de s'ouvrir. Sur un certain nombre de sujets, il est en train de s'ouvrir, et tant mieux. Et le candidat Macron sera amené à dire ses choix et ses orientations. Il a commencé à le faire. Il faut le faire le mieux possible, dans les conditions que l'on connaît, mais il faut qu'il ait lieu. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un mois avant, l'élection présidentielle est jouée.